Par rapport au film, je l'avais vu quand il est sorti, on m'avait envoyé un DVD, et c'est vrai que je m'en souvenais plus. Et en le revoyant, à la fois il y a des choses passionnantes dans ce film, des situations, des thèmes, des images passionnantes, et en même temps, ce qui, bon, mais que moi, que ça peut gêner, ou des gens qui connaissent bien, et cette histoire de l'Afrique dans sa globalité, aussi bien le Maghreb que l'Afrique dite l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, et aussi l'œuvre de Fanon. Et le parti pris de tirer 3 phrases d'un contexte comme du livre des damnés de la Terre, c'est uniquement les damnés de la Terre dont il est en question ici. C'est un peu compliqué quand on connaît la pensée de Fanon, son développement. C'est-à-dire que quand il parle, par exemple, de la violence, on en reparlera peut-être ensemble tout à l'heure, il montre le rapport entre la violence coloniale, dans toute, etc., avec la dévalorisation des colonisés, les transformer presque en déchets, en moins qu'humains, etc. Et dans le même temps, comment il n'y a pas d'espace de dialogue possible et comment le dominé, pardon, du dominé, etc., est acculé à une certaine sidération. Il n'a pas le choix. C'est soit il s'identifie au colonisateur, ce qui est une mission parfois impossible, ou alors il est lui-même pétrifié, sidéré. Et dans cette pétrification, là, il y a dans le film un très beau chapitre, un passage sur les rêves. Je rêve que je m'échappe, je rêve, etc., entre 9h du soir et 6h du matin. Et ça montre qu'il n'y a pas d'issue. Et que Fanon montre bien que parfois la violence, c'est ce que j'appelle, moi, la violence erratique. C'est-à-dire qu'elle se porte aussi bien sur le plus proche, celui qui a un lopin de terre à côté de vous, ou sur soi-même, c'est-à-dire se détruire soi-même, ou alors une violence qui se porte par rapport au colonisateur, au dominant, et dont Fanon précise bien que pour qu'elle ait une certaine valeur, parce qu'il faut qu'elle soit organisée en lutte collective. Donc, il faut voir tout l'enchaînement, si vous voulez, de ce que dit Fanon sur la violence, pour pouvoir entendre réellement comment il conçoit cela. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, s'il y a des réactions dans la salle. Peut-être qu'on pourrait cerner un peu plus le sujet en abordant tout de suite le titre du film, c'est-à-dire en passant par la violence. Est-ce que parce qu'elle est présente tout le temps dans le film. Donc cette violence, comment vous l'avez perçue dans le film et à travers les textes, éventuellement, si vous avez pu suivre le parallèle entre certaines images et le texte de Fanon qui jalonne le film. Est-ce que cette violence résonne encore dans notre monde? Est-ce que vous la percevez aussi dans le monde qui est le nôtre? Est-ce que ce n'est que des images du passé ou est-ce que vous la percevez aujourd'hui encore? Oui? Je dirais que... Attendez le micro. C'est enregistré. Dans le film, on entend très bien et les gens du film nous disent que, et le texte nous dit, nous sommes des objets. Donc la relation sujet-objet. Et effectivement, à notre époque, c'est quelque chose qui me semble complètement d'actualité, puisque nous tous, nous acheminons vers l'objet, nous sommes des objets, et donc effectivement, comment allons-nous et comment pouvons-nous reprendre notre place comme sujet, comment pouvons-nous nous exprimer en disant « je », et c'est là peut-être
tout ce qui est en train de se passer et qui va contribuer à construire un nouveau paradigme. Il y a d'autres... Non mais... Il y a d'autres choses là. Moi j'ai beaucoup aimé le film, je connaissais déjà Frantz Fanon depuis longtemps. Moi je trouve que la violence elle est toujours partout. Mon père était algérien et a vécu les massacres de Sétif, enfin sa famille plutôt. Voilà, ça c'est un point. Personnellement, j'ai travaillé 3 ans en Guadeloupe au fin des années 70. Il y avait encore une lutte des indépendantistes. Il y avait, moi j'habitais un peu un village, un peu pas au milieu des cases, mais au milieu des familles, quoi. Et il y avait toujours cette violence métropolitaine, béquée surtout, béquée envers la population. Et troisième détail, parce que je ne vais pas être longue, je suis allée récemment plusieurs fois en Asie, et en particulier au Vietnam, où j'ai suivi la route un peu de la colonisation, de Dien Bien Phu jusqu'à l'extrême sud, en plusieurs mois. Et ce qui m'a sidérée, c'est à Ho Chi Minh et à Hanoï, il y avait 2 guillotines qui n'avaient pas pu être emmenées par les Français quand ils sont partis, qui siégeaient là dans des musées, avec une iconographie, avec toute l'histoire de la colonisation française au Vietnam. Et il y en avait 2 parce qu'ils faisaient les trop vite, quoi. C'est-à-dire que c'était des massacres épouvantables, quoi. Plus les bagnes, Polo Condor, etc. La colonisation, ce n'est que de la violence, que du rapt des matières premières au bénéfice d'une classe privilégiée. Et pendant ce temps, en Europe, je pense que les classes populaires n'en étaient pas responsables. Et on ne leur disait pas tout non plus. On n'enseignait pas la colonisation dans les manuels scolaires. Bon, alors du coup, j'ai presque envie de vous encourager à lire entre autres La Frontière Invisible, parce que je l'ai déjà écrit depuis plusieurs années, y compris le Fanon aussi, dans lequel je montre, dans plusieurs conférences que j'ai faites depuis, je montre qu'on vit dans un monde dans lequel, capitaliste, enfin, une logique qui fait que, et c'est pour ça que je partage votre point de vue, dans lequel on demande aux gens non plus d'être des sujets, mais des objets. Des objets de la consommation, jetables, à merci, etc. Or, ce sur quoi, en plus, j'ai beaucoup insisté, c'est que c'est les 100 SANS qui trinquent le plus. Et parmi ceux-là, les enfants en France, par exemple, qu'on ne sait plus comment nommer, première, deuxième, troisième, quatrième, maintenant c'est peut-être la 5e génération d'émigrés des colonies, il ne s'agit pas des autres, qui ont à subir le plus cette façon d'être réduit comme ça à comme disait Fanon, à un autre moins humain. Et cela, pour moi, j'ai vraiment fait le rapport, si vous voulez, d'une part, puisque vous parlez de l'éducation, notamment après la guerre d'Algérie, une espèce de silence total. J'ai l'habitude de dire, on fait comme ce qui a eu lieu n'a pas eu lieu, et aucune possibilité, si vous voulez, c'est ce que j'appelle les silences de l'histoire. C'est cette façon dont les silences de l'histoire peut provoquer après, sur les générations qui grandissent,
un enfant qui avale le bruit du monde en même temps que ça bouillit, comment il se développe à l'école, qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école, qu'est-ce que le silence des familles aussi, condamné au silence. Cela peut produire effectivement un arrêt de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il vaut, et j'ai bien constaté aussi du point de vue clinique et du point de vue, bon, je ne suis pas la seule, on peut faire cette expérience partout, par exemple, ils sont passés par exemple dans les années 80 par le J'ai la honte, qui s'est transformé en J'ai la haine dans les années 90. Et qu'est-ce qui a fait que ça se passe comme ça? C'est que c'est ce que j'appelle un arrêt de la subjectivation, un arrêt de pouvoir se sentir quelqu'un qui s'est accompagné à un moment donné d'un sentiment de honte. Et la honte, c'est vraiment quelque chose qui est le corps qui veut rentrer sous terre. Comme ça, il n'y a plus de parole, c'est une accroche avec le réel dans lequel on se sent moins que rien. Et ceci s'est en plus activé depuis le début par rapport au regard, dont Fanon a lui aussi beaucoup parlé. Le regard, celui qui vous regarde, comment il vous regarde? S'il vous regarde en vous excluant, en vous stigmatisant, les jeunes par exemple, maintenant, on dit beaucoup ces derniers temps, par rapport aux policiers notamment, je regarde comment il me regarde. Et si dans son je regarde, je vois qu'il pense que je ne suis pas français, alors, et qu'il ne voit en moi qu'un faciès stigmatisé, comme si j'étais un objet indifférencié. Et ça déclenche une violence inouïe. Parce que ce regard lui-même est violent. Et ça déclenche une violence inouïe. Donc, ça c'est le premier point. Cette violence inouïe qui n'a pas les moyens d'un espace de dialogue pour s'exprimer, mais qui, dans le même temps, vous fait chercher à savoir mais qui on pourrait être, et à se raccrocher devant aussi le fait que les parents ne représentent plus de modèles, puisqu'ils ont été eux-mêmes dévalorisés et mis un peu sous la touche, ils se présentent à la recherche d'une origine qui les ferait encore plus grands que tout, une espèce d'identité qui serait magnifiée, à laquelle ils se soumettent, mais qui leur donne l'impression que en se soumettant à cette identité sublime, ou à cette... ils vont devenir quelqu'un. Et ça, c'est un phénomène auquel on assiste depuis plusieurs années, pas simplement depuis ces derniers temps. Ça, c'est un point auquel j'essaie de répondre. Alors maintenant, effectivement, je veux dire que là aussi, où l'éducation, même si j'ai beaucoup combattu depuis les années 90 autour de ça, la façon dont on ne parle pas dans les programmes scolaires de ce qu'était en réalité la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a 3 points. C'était comme la bataille de Marignan. J'ai 1915, je sais pas combien c'est. La bataille de Marignan, c'était un peu présenté de la même façon. Et je veux dire que là, il y a une responsabilité politique, culturelle, etc., parce que ça ne donne pas des représentations qui circuleraient comme ça, même juridiquement, même politiquement, même culturellement, qui permettraient que ces choses-là soient abordées, que chacun puisse en faire quelque chose de sa propre histoire, sans qu'on soit dans c'est glorieux, c'est honteux, c'est glorieux, c'est honteux. Voilà. Et ça, on est mal barré au jour d'aujourd'hui parce que ça ne fait que s'aggraver, me semble-t-il. Voilà. Alors, c'est dans ça, je pense que Fanon, puisque vous disiez, parce que ce qu'on oublie toujours de dire aussi, c'est que c'est parce que moi-même, j'étais pour l'indépendance de l'Algérie que j'ai eu l'occasion de rencontrer Fanon. Donc, de rencontrer Fanon, d'une part à Bidar, et puis ultérieurement à Tunis. Voilà, c'est comme ça que... Bon, il avait 11 ans plus que moi, mais quand même, ça a été...
Et il nous a transmis, puisque j'étais quand même pas la seule, il nous a transmis, il nous a transmis, outre tout ce que je viens de vous dire là, aussi, comment dire, quelque chose qui peut concerner, je ne sais pas s'il y a des psychiatres ou des gens comme ça dans la salle, il nous a transmis aussi ce que c'est que la vraie psychiatrie, ce que c'est que la social-thérapie, ce que c'est que la psychothérapie institutionnelle, ce que c'est que le lien entre l'aliénation psychique, culturelle et politique. Et ça, c'est un truc qui est en régression de nos jours, qui est totalement en régression de nos jours, et dans lequel je pense que il faut être clairvoyant par rapport à ça, me semble-t-il, essayer d'une certaine façon de savoir comment y répondre. Comment ne pas se laisser assujettir à être des objets. Oui, je me permets, puisque vous abordez Fanon, effectivement, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'il a apporté, ce qui était nouveau en son temps, et en quoi cela se perpétue et nous aide et peut se répandre, mais comme vous faites souvent allusion, quand même, référence aux sessions de formation que vous avez exercées en Algérie encore récemment, quel est à la fois son apport il y a dans les années 50 et quelle est son actualité aujourd'hui, puisque vous en parlez quand même fréquemment dans vos mémoires. Donc, vous parlez un peu de Fanon. Je parle un peu de Fanon. Hier et aujourd'hui et demain, peut-être. En quoi il est anticipateur éventuellement alors, voilà. Si vous voulez, je pense que... c'est dans le petit résumé que j'avais fait à Rabat. À l'ère de la mondialisation gouvernée par le néolibéralisme, en proie à des guerres réduisant les hommes à des objets, où la parole subjective dérange, la pensée de Fanon, analysant les effets de la domination de l'homme par l'homme dans tous les registres, du réel, politique, sociologique, anthropologique et subjectif, et traçant une voie vers une véritable décolonisation de l'être, ça aussi, le film il aborde, mais ne montre pas suffisamment ce que Fanon entendait par la décolonisation de l'être. C'est-à-dire que pour lui, la décolonisation de l'être, ça devait se continuer après les indépendances. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est la liberté du sujet, qui est en fait acteur de son histoire et du coup, citoyen. Voilà ce qu'il nous apporte, entre autres, et ce qu'il avait mis en garde contre les régressions ethniques. Ça aussi, ça ne paraît pas très bien dans le film. Mis en garde contre les régressions ethniques, les replis identitaires, et encore moins négligeable sur les conséquences psychiques sur plusieurs générations, des traumatismes de guerre, des tortures et autres violences déshumanisantes. Voilà, c'est ça ce que Fanon a développé comme précurseur. C'était dans les années 54, 55, 58. Voilà ce qu'il a développé comme précurseur et qui, me semble-t-il, est aussi d'une grande actualité aujourd'hui. Il faut vous rappeler qu'en Algérie, et pas simplement en Algérie, parce que c'était à Nairobi pareil, dans les années 50, sévissait la théorie du primitivisme, qui a duré très très longtemps, qui était la théorie de Porot, de l'école d'Alger, ce qu'on appelle l'école d'Alger, qui considérait que l'indigène musulman, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, que l'indigène musulman n'avait pas, c'était une théorie biologique, n'avait pas le même cerveau que le blanc, et qu'il était non pas régi par le cortex supérieur, mais par le diencéphale, c'est-à-dire le cortex inférieur, et que de ce fait, il n'avait pas de capacité de mentalisation, il était impulsif, violent, le mot violent revient constamment, donc inapte à la conceptualisation et à la raison. Voilà. Et que de ce fait, il était forcément destructeur et criminel. C'était la théorie du primitivisme qui a sévi pendant très longtemps et qui était corroborée par la théorie de Carruthers, qui était pourtant un éminent membre de l'OMS de l'époque, du côté de Nairobi, dans lequel le noir était un blanc lobotomisé. C'était aussi des théories officielles. Voilà. Alors voilà,
en face de quoi nous avions affaire à l'époque. C'est pour ça que oui, c'est ça. Pour vous dire un petit peu pourquoi je dis que Fanon est un précurseur. Voilà. En quoi il a été un levier quand même fondamental pour introduire d'autres notions dans les pays devenus indépendants. Parce que, si vous voulez, là, j'ai pas vu la séquence avec Sankara, mais Sankara est un type remarquable. Dans quelles circonstances il a trouvé la mort, ça, j'aimerais bien qu'on le dise clairement. Voilà. Parce qu'il a marqué de son empreinte le Burkina Faso, puisque c'est comme ça que ça s'appelle actuellement, d'une façon considérable. Et ça se voit chez les générations qui ont succédé. Ce que Sankara a essayé d'introduire dans son pays a, de génération en génération, formé des jeunes hommes et femmes qui sont absolument libres. Voilà, libres. Ils sont vraiment des décolonisés de l'être. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Okay. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser à Alice Cherki sur l'ensemble de son œuvre, de son parcours? Je voudrais dire un mot, puisque sur la culture, parce que là aussi c'est un débat tout à fait important et que Fanon a évoqué à son époque de façon extrêmement, à mon avis, aussi précurseur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, par rapport au repli identitaire, aux régressions ethniques, il était vraiment, il a prononcé une fois dans toute son œuvre le mot ethnie, et pour mettre en garde contre l'ethnicité. Première chose. Deuxième chose, la conception de la culture de Fanon, et qui a été reprise d'ailleurs par des gens comme Édouard Saïd, comme Glissant, comme Membe, etc. C'était, dès 1956, c'était d'évoquer que autant la culture coloniale peut faire régresser le colonisé d'une façon impitoyable et qu'il faut restaurer des éléments de la culture de ce colonisé, autant, ça on peut le dire de façon plus explicite encore, autant il mettait en garde soit contre la régression à ces retours archaïques, de coutumes archaïques, ou alors l'identification totale à la culture du colonisateur. Et qu'il disait qu'une fois, je cite de mémoire, une fois terminé le statut colonial, les deux cultures, une fois affranchies du statut colonial, les deux cultures pourront s'enrichir réciproquement vers un nouvel universalisme. Et si je dis que c'est, et il le redit aussi un peu plus tard, en 1959, dans le deuxième colloque des écrivains et artistes noirs à Rome, dans lequel il montre que la culture s'accompagne du mouvement de la nation et qu'une culture est toujours altérée et qu'elle est altérée avec le mouvement de la société et de la nation. Et si je dis c'est un précurseur parce qu'il indique pour la première fois quelque chose qui n'est plus un universalisme plombant qui vient du haut et qui va après dire aux autres que c'est ça qui est bien, mais ce que j'appelle la transversalité des cultures. Et en ça, c'était un précurseur par des gens comme Édouard Saïd ou Glissant, qui a beaucoup Chamoiseau, ou encore, tout à fait, c'est vraiment de cette lignée-là, si vous voulez, ou quelqu'un comme Membe, et je pourrais vous citer, puisque je l'ai sous les yeux, une citation de Membe: qu'est-ce qu'être soi à l'âge de la globalisation, sinon de pouvoir revendiquer librement telle ou telle particularité, la reconnaissance de ce qui dans la nation qui nous est commune, voire le monde qui nous est commun, me rend différent des autres. Et de fait, l'on pourrait suggérer que la reconnaissance de cette différence par les autres est précisément la médiation par laquelle je me fais leur semblable. Et si j'insiste là-dessus, sur le semblable, c'est parce que
il s'agit bien d'un semblable et non d'un identique. Et que le partage des singularités, de ces singularités, est un préalable à une politique de l'en commun. Et ça, c'est, je veux dire, quelque chose d'extrêmement... que nous avons à réfléchir aujourd'hui, y compris à la Ligue des droits de l'homme. Oui, merci. Il y a un mot, des mots que vous utilisez beaucoup, qui sont un peu démoqués. Donc, on a vu violence, mais on peut y revenir, notamment dans d'autres situations, les situations coloniales. Mais il y en a un sur lequel j'aimerais bien que vous développiez, c'est le terme d'identité. Il me semble qu'il vous agace un peu parce qu'on l'emploie à tort et à travers. Alors, qu'auriez-vous à dire sur l'usage du terme d'identité? Écoutez, j'avais écrit un papier il y a longtemps, je ne sais plus pour qui, pour une revue, sur l'identité. À l'époque, on parlait beaucoup de l'identité, et où il y avait d'ailleurs des philosophes qui s'étaient insurgés par rapport à ce thème-là. Et là, si vous voulez, il y a mon expérience personnelle et aussi mon expérience de psychanalyste, et de qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un, d'un sujet. Et que, je disais en plaisantant, Freud, par exemple, ne parle jamais, la seule fois où il parle d'identité, c'est pour dire la non-adéquation entre l'identité du réel et l'identité de perception, c'est-à-dire entre l'identité de la perception et la pensée, entre ce que l'on perçoit et ce que l'on pense, c'est de la non-identité. Il n'emploie jamais ce terme dans l'œuvre très longue de Freud, on ne retrouve jamais ce terme, et je parle un peu l'allemand, je peux vous dire que ce terme-là n'existe pas dans l'œuvre de Freud. Et que l'expérience montre, mais dès un tout petit enfant, si vous voulez, autant il a besoin de l'autre pour se construire, mais d'un autre qui lui est à la fois proche et étranger, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas que tout amour, hein, il y a amour-haine, et que parfois la haine, c'est avant l'amour. Et si on n'est pas bien regardé, eh bien, la haine, elle peut ressortir. Ça, c'est un truc. Mais que dans le développement, ce qui constitue la richesse d'une personne, qui en fait quelqu'un qui parle, qui pense, qui réfléchit, qui jouit, etc., c'est d'accéder à des identifications plurielles, et non pas à être prise dans une assignation identitaire. Voilà ce que je veux dire. Et si je m'agace, je peux dire que l'identité, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Voilà. Je me suis bien... Okay. Oui. C'était aussi peut-être pour passer à des situations soit de violence, soit d'identité de nos sociétés à nous, puisque vous aviez commencé au tout début à parler de ce nombre de constats que vous faites sur la société française. Et est-ce que vous pourriez donner davantage d'exemples? Quelles sont vos observations et quelles sont les tentatives de solutions? Vous avez commencé à parler des jeunes, de la haine, etc. Voilà. Est-ce que vous pourrez peut-être revenir plus précisément sur ce type de problème que nous avons dans nos sociétés, et notamment la question des sans papier, des sans identité, des sans, etc. J'en ai un peu dit quelque chose tout à l'heure. C'est pour venir sur la situation chez nous, dans les pays. Mais je parlais beaucoup de chez nous en disant, parlant de ça, puisque j'ai tout de suite associé sur... c'est un truc, on le voit même dans les films qui sont tournés par des jeunes femmes issues des, comment on appelle ça, des cités, et qui font maintenant des documentaires. On voit bien que, sur le plan le plus superficiel, quand elles sont maliennes, par exemple, dont les parents sont maliens et qu'elles sont françaises, ou les parents algériens et elles françaises, etc., elles disent toujours, même celles qui réussissent bien, même celles qui sont épanouies, qui font des études, etc., elles disent toujours à un moment donné que alors qu'elles disent, mais nous on est les deux, nous ça nous convient bien de puiser un peu dans chacun des trucs, qu'elles se trouvent toujours assignées à un moment donné à dire ou malienne ou française, ou algérienne ou française, comme si il y avait une assignation globale qui leur était faite d'un choix qui pour elles est étrange.
parce que elles sont constituées comme ça, qu'elles aiment beaucoup ce qui vient du Mali, elles se sentent françaises. Et en même temps, à un moment donné de leur parcours, qu'elles aient 18, 20, 25 ans, cet ultimatum leur revient toujours. Et c'est des filles, en revanche, qui, elles, s'en sont sorties par l'humour, ne sont pas du tout dans la violence ou dans la quête d'une origine supérieure, comme je disais tout à l'heure, qui ferait d'eux, là au moins, avec cette origine-là, à laquelle on va s'identifier, on va être quelqu'un, et on va sortir et de la délinquance, et du désarroi, et du sentiment d'être un déchet rejeté. Est-ce que la parole à la salle, un micro ici. Oui, je voulais revenir à l'homme Fanon que vous avez rencontré, que vous avez côtoyé. Alors la dimension d'homme total, là, dont on parle les textes de Fanon, et de l'homme réconcilié, cette aspiration à faire la paix avec soi-même, hein, la violence elle est partout, la violence elle est dans le film, mais elle est de nos jours partout, effectivement. Alors cette impossibilité qu'il y a de vivre en paix avec l'autre, hein, en gros. Ce travail que nous n'arrivons pas à faire, comment l'entreprendre, comment l'aborder? À vous qui êtes une femme qui travaillait sur ces dimensions-là. Et puis, je voulais vous poser la question qui m'intéresse beaucoup sur l'homme Fanon et sur son exigence, sur l'homme intellectuel qu'il était, l'homme dur en fait, hein, dans une pensée exigeante. Comment vivait-il cette dimension intellectuelle quotidiennement avec les siens, avec autour de lui et dans son activité? Et en gros, revenir sur cette dimension d'homme total qui m'intéresse beaucoup. Alors attendez, la première question, c'est pas la même que la deuxième. Hein, comment réconcilier? Alors je vais commencer par votre curiosité, parce que c'est drôle, j'ai constaté que beaucoup de gens de votre âge me posent la question sur l'homme Fanon. Comment il était Fanon, comment il vivait, etc. Et parce que souvent on leur est renvoyé l'image, certains ont dit qu'il était toujours d'un homme en colère, ou d'un homme dur, exigeant, etc. Fanon était quelqu'un qui était effectivement toujours en mouvement, mais ce qu'il avait, c'est-à-dire que c'était à partir de son expérience vécue qu'il élaborait quelque chose qui devenait de la pensée. Et ça dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la psychiatrie, que ce soit dans le domaine du regard qu'il portait sur le monde et de l'élaboration de la pensée politique qu'il en faisait. Mais c'était un homme qui aimait bien vivre, qui aimait bien converser, qui adorait danser, qui fumait de temps en temps, et voilà. Mais un homme extrêmement lucide. Il était, effectivement, ça je me souviens qu'il m'avait dit ça un jour, parce qu'il parlait très peu de lui. Il sortait d'une réunion du journal Moujahine, etc., ce qui devait être pas piquer des verres, excusez-moi l'expression, et il arrive, marche comme ça, dans le bureau, et puis il dit « Je suis toujours un peu trop en avance, c'est mon drame. » Il a eu le sentiment qu'il anticipait trop par rapport à ceux avec qui il était amené à travailler. Voilà. Maintenant, pour votre première remarque, je dirais que c'est une construction de la prise de conscience de ce que c'est que le rapport à l'autre. Si on prend conscience que quand on est sans l'autre, on n'existe pas. C'est à partir de l'autre que vous commencez à pouvoir vous former, être, etc. Et cet autre, eh ben, il n'est pas forcément celui qui va être complètement vous, il est autre aussi. C'est une altérité avec laquelle vous avez affaire et qui peut vous être étrangère.
que vous pouvez ressentir comme étrangère. Le plus difficile, c'est d'accepter l'étranger en soi. Et si on n'accepte pas l'étranger en soi, on rejette tout ce qui vous gêne à l'intérieur de soi sur l'autre et on en fait un ennemi. Donc peut-être que nous, si nous avons conscience de ça, de qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre que l'on rencontre depuis sa naissance. Et c'est trop facile. Tous les replis identitaires, y compris ceux qui conduisent à l'expulsion de l'autre, etc., sont forgés sur le rejet d'interroger et de reconnaître ce qui est étranger en soi et qui, étranger en soi, vous déplaît. On le rejette sur l'autre. On le rejette sur l'autre et terminé. Il y a lui et moi, 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 et moi. C'est moi. Voilà. Mais chacun dans son domaine, on a à faire ça. On va essayer en tous les cas. Je pense que Fanon a été en contact avec le mouvement d'indépendance indien autour du travail de Gandhi, qui lui a choisi de sortir de la colonisation par une voie plutôt non violente. Et je me posais la question, c'est qu'est-ce qui a pu amener Gandhi à sortir de cette voie non violente, de cette voie violente possible, et de partir vers la voie non violente. C'est le même, semble-t-il, le même mouvement que Nelson Mandela a fait en Afrique du Sud. Alors, moi je peux vous répondre par rapport à Nelson Mandela et Fanon. Parce que justement, dans les premiers temps, notamment au moment de la première conférence au Ghana, je ne sais plus en quelle année, 1958 je crois, avec Nkrumah, etc., il y a eu de grandes discussions. Et effectivement, Nkrumah avait eu l'indépendance de façon pacifique, il était déjà indépendant, le Ghana. Et Mandela, pendant tout un temps, a espéré que ce n'était pas des moyens pacifiques que la situation changerait en Afrique du Sud. Et ce n'est que progressivement, et ça il l'a dit à Fanon, qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que dès qu'il y avait un mouvement possible, c'était la violence répressive qui s'abattait de façon cruelle. Et il a lui-même, à un moment donné, reconnu que, eh bien, devant une telle violence, mais alors à tous les coins de rue, si je peux dire, il n'y avait pas d'autre recours possible. C'est-à-dire que Mandela a fait tout un chemin par rapport... Alors, probablement, je connais mal l'Inde, moi, je n'ai pas trop de continents dans la tête, mais je pense que en Inde, en tous les cas, les Anglais s'y sont pris autrement. Exactement. Voilà. Moi, c'est mon opinion de petite citoyenne. Je pense que les Anglais s'y sont pris tout à fait autrement. Merci. Parce que si vous allez en Afrique noire, que vous voyez ce que ça a été, d'une part, les guerres de colonisation, que ce soit en Afrique noire ou en Algérie, il y a de colonisation avec les enfumats, etc. Et aussi en Afrique noire, chose que moi j'ai vue au musée à Dakar, c'est incroyable. Il y a des tableaux qui représentent ce qui s'est passé pendant les guerres de colonisation. Même les plus avertis, on a du mal à se les imaginer. Voilà. Merci. Oui, là, on aurait un sujet sur les stratégies de décolonisation, c'est-à-dire sur les manières dont les luttes se sont conduites entre la voie de la non-violence et puis les autres voies qui finalement sont des voies de guérilla. Oui, mais en plus, il faut voir l'Afrique, c'est-à-dire que quand De Gaulle a voulu en 62, je ne vais pas recommencer comme en Algérie, on va donner en 60, l'année des indépendances, il y a eu, si vous voulez, tous les mouvements du Cameroun ou d'autres pays, de ce qui est actuellement le Mali, qui luttaient pour une véritable indépendance. Ils ont été... Félix Boué a été empoisonné, et les autres, Lumumba, vous connaissez ce qui peut arriver, pour mettre en place des gouvernements compradors, enfin, dont on voit un exemple dans le film, une fois. Donc, voilà, c'est pour ça que, de proche en proche, Fanon s'était rendu compte
si vous voulez, qu'il fallait aller jusqu'au bout de quelque chose pour que ce soit de véritables indépendances. Et que, si vous lisez Les damnés de la terre, vous verrez qu'il y a tout un chapitre qui s'appelle « Mes aventures de la conscience nationale », dans lequel il met, là aussi de façon très précurseur, en garde contre ce type d'indépendance tronquée. Voilà. Ça, il l'a écrit avant même qu'on le réalise. Joël, vous voulez prendre la parole? Oui, juste un petit mot. Moi, je ne connaissais pas du tout Fanon. Je me suis intéressée à Fanon parce que j'ai entendu Christiane Taubira en parler, parce que... Christiane Taubira en parlait. Ah oui, c'est une colonne. Mais bon, ça... Je veux dire, quand on n'a pas vécu dans un contexte qui est ouvert sur ces questions-là, et qu'on le découvre tardivement, il faut du temps pour arriver à comprendre un certain nombre de choses. Moi, la question que je poserais maintenant, c'est quelle a été son influence, Fanon, sur... il a eu des écrits, des combats. Sur le plan politique, est-ce que... parce que la question de sortir de la colonisation, la question du rapport entre les peuples, entre les différents pays, comment on fait pour sortir de cette violence perpétuelle qui se reproduit sans cesse. Et moi, j'ai pas retrouvé de traces de Fanon dans une démarche politique. Donc peut-être que j'ai pas assez cherché, mais est-ce que vous pourriez en parler autrement que par ces écrits? Quelle influence il a pu avoir pour faire avancer les choses? Révolutionnaire. Alors, Fanon a eu une très grande influence aux États-Unis, dans les mouvements noirs de libération aux États-Unis, dans les années 60, très très grande influence. Tout le monde serait les Panthères Noires, tous les mouvements Malcolm X, etc. Tout le monde s'appuyait sur Fanon, et même après aux universités, il était tout le temps enseigné, etc. Et en Amérique latine, une chose qu'on sait moins, en Amérique latine, dans les mouvements révolutionnaires contre ce qui devenait de plus en plus des dictatures, il a eu aussi une énorme influence. En France, comme je vous l'ai évoqué un peu tout à l'heure, en France, il a été considéré, n'oubliez pas que la guerre d'Algérie, enfin, n'oubliez pas, beaucoup d'entre vous ne peuvent pas le savoir parce qu'ils sont trop jeunes, ou ils étaient enfants à l'époque, la guerre d'Algérie a été une énorme fracture en France. Ça a été, vous avez eu, tous les livres de Fanon ont été interdits. À leur parution, Maspero a été ruiné à chaque reprise, des livres qui circulaient sous le manteau, etc. Il y avait le réseau Janson, enfin bon. Et une fois qu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie, dans lequel il faudrait aussi reparler, mais un autre jour, la façon dont elle s'est faite, cette indépendance, tout ce qui a eu trait à la guerre d'Algérie n'existait plus. Ce qui avait eu lieu n'avait pas eu lieu. Et ça a duré au moins 30 ou 40 ans. C'était des événements, c'était pas une guerre. Comment? C'était des événements, oui, c'était pas une guerre. en plus c'était les événements. Mais, je veux dire événement ou pas événement, non, je veux dire, ça n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire, pas eu lieu. Bijard, il a été porté au nu, enfin, l'affaire Audin, enfin, tout ce qui avait été essayé de redonner, l'affaire Audin, je pense qu'à la Ligue des droits de l'homme, en tous les cas avec Manson, on en parle beaucoup, je ne sais pas si c'est vous. On en parle ces jours-ci pour l'anniversaire. Donc on a beaucoup. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'était ce que j'appelle les silences de l'histoire. Voilà. Et que, dans la foulée, Fanon a été complètement dans le manuel, dans le dictionnaire fait par je ne sais plus qui, quelqu'un d'un historien assez connu, des intellectuels du XXe siècle. Fanon est cité une fois dans la préface de Sartre, que Sartre avait fait au Damnés de la terre.
terminé, il n'existait pas. Il y a eu, maintenant, je veux dire, bon, je pense qu'aussi le fait que j'ai des années qui sont écoulées, des questionnements des générations, à l'université, bon, Césaire, Senghor, jusqu'à ce qu'il soit interdit de parler de Césaire ou de Senghor dans les classes, etc., il n'était pas question, mais Fanon, inconnu au bataillon. Je me souviens qu'en 2000, j'avais une plaisanterie en disant, en posant une question, c'était « Ah, est-ce que c'est mon voisin de palier ?» Il y avait certaines personnes qui vous répondaient « Ah, Fanon, non, c'est mon voisin de palier, je ne le connais pas. » Enfin voilà, c'était un peu... Donc, en France, il n'était pas question de revenir. Vous vous rendez compte, revenir sur Fanon, c'était revenir sur Peau noire et masque blanc, c'est-à-dire le problème, un livre publié en 53, 54, en France, aux éditions du Seuil, et qui était écrit par un nègre qui parle de la condition psychopathologique du noir. C'était scandaleux. C'est un livre d'une grande actualité, Peau noire et masque blanc, tout autant que Les damnés de la terre. C'est un livre qui raconte effectivement ce que c'est que le regard du blanc par rapport au noir, la prise de conscience du Martiniquais de ce qui lui arrive dans le regard du blanc, et comment, en même temps, c'est toujours ça, une sortie vers l'humain, vers l'humanité. La dernière phrase du livre de Peau noire et masque blanc, c'est « Oh, mon corps fait toujours de moi un homme qui interroge ». Et tout ça, déjà, à 22, 23 ans, 24 ans, ben, qui parlait de Peau noire et masque blanc dans les années 58, 60, encore plus dans les années 80? Non. C'est pas un livre politique au sens... Mais c'est un livre qui arme politiquement. Ce sont des livres qui arment politiquement. Et c'est ça. Voilà ce que je veux vous dire. Alors maintenant, il y a maintenant... nous entendons, oui, il y a l'université à Cergy-Pontoise, mais on enseignait Fanon littéraire. Il y a eu des avancées comme ça. Le livre que j'ai publié en 2000, ben, il a été réédité plusieurs fois, il est passé en collection de poche. Des gens le découvrent. Mais vous voyez le chemin qu'il faut faire pour en arriver là, dans une société qui est la nôtre aujourd'hui, dans lequel l'identité tout de l'azimut, et on se demande pourquoi cette émergence de violence. Alors, on a quand même quelques réponses. Merci. On pourrait prendre encore quelques interventions avant de clôturer, peut-être. Qui est-ce qui veut encore prendre la parole? Oui, vous venez de... vous venez de dire cette belle phrase qui est que ces livres arment politiquement. Je crois que c'est très fort cette phrase. Je voulais vous poser la question de savoir si professionnellement vous... Je voulais savoir si vous, professionnellement, en tant que psychiatre, ces livres vous avez armé aussi. Et comment la pensée de Fanon, me semble-t-il, peut aussi armer dans la relation à l'autre. Et par le biais de votre profession de psychiatre, bien sûr, vous touchez au plus près la relation à l'autre dans un rapport qui est un rapport professionnel. Voilà, donc c'est comment les livres de Fanon peuvent être à la fois une arme politique et aussi une arme dans la relation à l'autre. Ben, comme j'ai tenté un peu de vous le montrer quand je vous ai parlé du regard, que je vous ai parlé des effets, des incidences psychopathologiques, des traumatismes liés aux tortures, aux guerres, à l'effondrement, si vous voulez, des guerres successives, tout ça, non seulement on le retrouve culturellement, anthropologiquement, et aussi on le retrouve chez les questions, enfin, ou l'absence de questionnement dans les souffrances des personnes, de beaucoup de personnes, même celles qui ne veulent rien en savoir. C'est ça le problème. C'est pas simplement la souffrance, c'est pas simplement
j'ai mal à la tête, ou je me sens déprimé, ou je fais un burn-out, trucs comme ça. La souffrance, ça vient de bien plus loin. Et parfois, ça aussi c'est une chose que je tiens beaucoup dans ce que j'écris, qui est pas... Enfin non, on avait un tout petit peu parlé, mais c'était trop tôt. C'est comment les traumatismes qui n'ont pas été élaborés chez les parents passent en direct chez les descendants qui vont faire avec ça. Alors il y en a qui crèvent de chercher à les réparer, sans très bien savoir comment, d'autres qui ne veulent plus rien en savoir, mais qui sont traumatisés eux-mêmes. Ça, je suis sûr que parmi vos copains et vos copines, vous devez en connaître. Oui, est-ce qu'il y a encore des interventions, questions, observations? Sylvie, est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou à interroger? Moi j'ai pensé tout le temps, en regardant le film que j'avais déjà vu une fois, mais sur mon écran télé, là l'image est véritablement agressive, et j'ai pensé tout le temps à ce phénomène de l'humiliation constante de tous ces peuples d'Afrique, quand on voit tous ces blancs habillés de blanc, hein, qui jouent au golf, oui, et bien tranquilles dans leur maison, et qui disent c'est chez moi ici, et si on me chasse, ben je brûlerai tout, il n'y aura plus rien, table rase. Moi ça m'a fait penser aux conquêtes européennes dans le monde entier, dont on devrait répéter sempiternellement, parce que c'est une honte. Pour moi, c'est une honte, toutes ces conquêtes européennes qui ont anéanti des peuples dans le monde entier, qui les ont humiliés, qui ont détruit leur culture. Et je crois que la révolte, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la révolte qui est à l'intérieur de Fanon, c'est une révolte très saine, parce qu'elle est faite sans haine. Il utilise la violence simplement comme un passage. Et ça, vous le dites très bien dans certaines de vos pages, parce qu'il favorise une traversée, hein, un passage vers l'autre, vers autre chose. Et si on n'est pas capable de le faire devant tous les jeunes qui aujourd'hui nous interrogent et qui finalement ne connaissent pas leur histoire fondamentalement, on court le risque, oui, de faire des répétitions de violence sans fin. Voilà, c'est ce que j'avais à dire moi, compte tenu de ce que m'a appris Alice Cherki, de ce que m'a appris Fanon, et qui est porteur quand même d'espoir. Il y a quand même un espoir à condition que les Européens prennent conscience qu'ils ne sont pas les rois du monde. Enfin, les Européens, les gens du Nord par rapport aux gens du Sud. Voilà. Et les États-Unis aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Oui, au fond. Oui. Catherine. Merci. Je voudrais revenir sur l'image de Thomas Sankara. Pour vous dire que Thomas Sankara a étudié au Cameroun à l'école militaire interarmée avec Blaise Compaoré, qui l'a remplacé après un coup d'État organisé, tel qu'on a dit dans le film, par la France et les États-Unis. Alors, au Cameroun, on a vécu le décès de Thomas Sankara comme un mur qui tombait sur le monde entier, parce qu'il représentait, et il représente encore aujourd'hui, cette personne-là qui a donné beaucoup de force aux Africains, oui, aux jeunes en particulier. Alors, au jour d'aujourd'hui, la colonisation, l'esclavage et autres, c'est une époque, c'est des personnes, c'est des habitudes, c'est des comportements, c'est des traitements. On a l'impression que c'est passé, mais c'est pas passé. En réalité, c'est pas passé. C'est le même marteau qui continue de frapper, sauf que la marche a changé.
Mais c'est le même marteau qui continue de frapper. Les objectifs sont restés les mêmes, mais les méthodes ont changé. La violence est passée de la violence physique très violente à une violence physique assez organisée qui masque beaucoup de choses. Et la violence morale, ça, on le vit à chaque fois. J'aime bien parler des expériences que nous vivons au jour le jour. Alors, lorsque jusqu'aujourd'hui, nos enfants continuent à chanter sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Moi, je l'ai chanté. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais vu le pont d'Avignon. Mais on enseigne ces chansons à tous nos enfants jusqu'aujourd'hui. Alors, et quand on débarque en France avec des diplômes camerounais, moi je suis camerounaise, le système scolaire camerounais est complètement calqué sur celui de la France. Qu'on arrive ici, qu'on réduise un médecin camerounais à un infirmier ou à un aide-soignant, quand on vous demande qu'est-ce que vous parlez, c'est du français. Quand on vous pose des questions en rapport à votre identité et autres, quand on vous dit vous avez un accent, vous avez des compétences, mais vous avez un accent, je trouve qu'on est très loin de sortir de la colonisation. Bien sûr, je suis d'accord. Très loin. Les années 1960, c'était l'indépendance de presque tous les pays africains, surtout de l'Afrique noire. Mais jusqu'aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Lorsqu'on écrase Sankara à cause de ses idées, il n'y a pas longtemps, et c'était les années 80, le décès de Thomas Sankara. Parce qu'il a été contre l'aide humanitaire. Aujourd'hui, on continue à recevoir l'aide humanitaire. On attend que les gens décèdent pour qu'on largue dans les avions des sacs de riz et puis qu'ils s'offrent un spectacle en discutant des sacs de riz, des paquets de sucre, le sucre qui vient d'Afrique. On est très loin on est très loin d'aboutir. On est très loin d'aboutir parce que le moral est complètement entamé dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Un blanc vaut deux noirs, ça se dit. Un blanc vaut deux noirs. Il y a toujours autant de misère chez vous. C'est toujours des expressions qui nous rappellent qu'on est des moins que rien. Et on est obligé de vivre. Je peux dire qu'on est obligé de vivre avec cette conception-là. Parfois, on joue au faible pour faire plaisir et pour éviter le pire. Mais en réalité, on n'est pas faible. On n'est pas nul. On n'est pas tout ce que les autres pensent. Donc, tu veux dire qu'il y a toujours cette idée de domination et de soumission, de soumission à une image qui est fausse, en fait. Ça existe. Puis encore, aujourd'hui, on parle des immigrés et autres. Ils ne sont pas que blancs, ils ne sont pas que noirs. Ils ne sont pas que noirs. Mais ceux qui ont la chance, si on peut appeler chance, d'être blancs, mais ils se mêlent aussi pour essayer d'écraser ou de dominer les noirs. Pourtant, on est tous dans le même bateau. Mais c'est ça, c'est les masques blancs. Ouais, c'était pour dire que c'est pas passé. C'est pas passé du tout. Non, non. Ce qu'on appelle le post-colonial. Alice, vous voulez dire quelques mots? Non, oui. Écoutez, s'il y a encore je voulais juste réagir à ce qu'elle dit, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a ce complexe du colonisé, mais l'Afrique change. Je voulais dire que bon, moi Fanon, je le connais à travers les études sur peau noire, masque blanc et ce contexte de la demoiselle noire qui est française et qui naît ici et qui se cherche identitairement entre
vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'identité africaine et l'identité française, une culture qui est complètement française, mais une peau qui est noire, et que le regard de l'autre nous renvoie toujours à notre africanité. Hein. Et pourtant, cette africanité, on la maîtrise pas non plus. Donc, quand on va en Afrique, on nous renvoie à notre francisité. Et cette francisité, on la maîtrise pas non plus. Donc, on est entre deux cultures, deux chaises et deux pays, de tout. Mais en même temps, il y a tout un retour d'une fierté noire, de ce mouvement que les États-Unis ont connu, hein, et qui arrive en Afrique maintenant. Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'était le jeu de Fanon, hein. Voilà. Je propose que nous terminions sur ces témoignages d'espoir magnifiques, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de notre côté. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve au pot de l'amitié au cocktail. Merci beaucoup, merci Alice, à bientôt. Et n'oubliez pas ni les livres de Fanon, ni les livres d'Alice Cherki. Merci. Il y a encore dédicaces possibles. Merci beaucoup Alice. Oui, d'accord. Oui, d'accord.